Bien, alors écoutez, je vous propose de commencer cette deuxième table ronde. Comme vous l'avez vu, nous l'avons intitulée l'Alliance des productifs pour redresser l'industrie française. De quoi voulons-nous parler? Si nous nous étions vus il y a 20 ans, ce qui a dû être le cas d'ailleurs, nous aurions constaté que l'industrie n'était plus à la mode. Nous étions dans une période où les coups de boutoir de la crise issue de celle de 1977, enfin 73-77, les différents rebonds, avaient produit une espèce de désenchantement et on expliquait à l'époque avec des discours très assurés que l'industrie c'était le passé, que c'était plus là que ça se jouait, que maintenant ça se jouait dans les services de dernière génération, que c'est là-dessus que se jouait finalement la bataille des économies. Il semble qu'on soit un tout petit peu sorti de cette évidence, sans doute d'ailleurs du fait que, entre-temps, et quelques crises aidant, on s'est aperçu que les pays qui résistaient un peu mieux que les autres aux crises économiques sont les pays dotés d'une industrie solide. Et parce que les effets de mode se traduisent parfois dans des petites réalités, le successeur de Madame Parizeau, qui faisait dans le sondage, est un homme d'industrie, alors dont on peut penser ce qu'on veut, mais donc le MEDEF lui-même fait sa transition depuis le tout-service jusqu'à un retour à finalement l'importance de l'industrie. Le gouvernement a mis en place, fait voter un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de, je dirais, de l'appui à la production. C'est le pacte de compétitivité. Alors, ce serait intéressant qu'on puisse d'ailleurs faire le tri, et ce sera, je crois, présent dans les différentes interventions, entre ce qui est important, ce qui l'est moins, entre ce qui est efficace et ce dont on peut discuter. Mais en tout cas, il y a là un premier ensemble de mesures qui conduit, entre le crédit d'impôt compétitivité emploi, le plan investissement d'avenir, la loi de sécurisation de l'emploi, les mesures sur les filières, un certain nombre de choses. Il y a là les éléments possibles d'une politique industrielle qui se tienne. Tout ça étant bien entendu surdéterminé, pour nous relier au débat de ce matin, par un niveau de la monnaie qui est encore très élevé dans sa parité vis-à-vis du dollar, avec donc les questions que pose cette situation monétaire. Je ne vous parlerai pas des pays d'Europe du Sud, dont on a déjà beaucoup parlé, mais dont on peut d'ailleurs continuer à parler. Pour évoquer ces sujets, il nous a semblé que plusieurs pouvaient intervenir, beaucoup, que parmi les plus significatifs, il y avait notamment Jean-Michel Quatrepoint, qui est un journaliste économique, qui est un membre éminent et participant très actif des travaux de la Fondation Respublica, qui vient d'être, qui est l'auteur d'un livre qui vient de sortir, qui est sorti il y a 2 ans, mais il ne vient pas de sortir. Alors, Mourir pour le yuan, comment éviter une guerre mondiale, et qui évoquera finalement la façon dont cette crise industrielle et ce renouveau industriel, ce développement industriel se noue à l'échelle mondiale. Comment est-ce que la France a des difficultés ou tire son épingle du jeu, ou peut tirer son épingle du jeu dans ce maelstrom, et quels sont les obstacles qu'elle rencontre sur sa route. Le deuxième intervenant, Guillaume Duval, a écrit, l'auteur d'un livre qui personnellement m'a passionné, peut-être d'abord parce qu'il parle de l'Allemagne et que c'est un pays que j'aime beaucoup et que
je m'intéresse beaucoup à ce qui s'y passe, et que je pourrais résumer brutalement de la façon suivante. Nous avons de grandes leçons à prendre de l'Allemagne, mais pas celles que nous croyons. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé extrêmement intéressant qu'il puisse participer à nos travaux, parce que, au fond, ce qui est intéressant par rapport à la problématique que j'évoque, c'est de savoir quels sont les véritables points forts d'un pays à l'échelle mondiale, et de quelle façon est-ce qu'un pays peut jouer sa carte, à quelles conditions, et quelles sont au contraire les pistes, parfois présentées comme de grandes forces, qui s'avèrent ne pas être exactement ce qu'on en dit. Enfin, troisième intervenant, nous avions invité Jean Grelier, député des Deux-Sèvres, qui est le président de la commission parlementaire d'enquête sur la sidérurgie, qui malheureusement, au dernier moment, mais en fonction de contraintes qu'on connaît bien, est obligé d'être dans les Deux-Sèvres aujourd'hui et donc ne peut pas être parmi nous. Et donc Christian Hutin, qui a fait partie de la commission, qui est membre de la commission, interviendra pour suppléer en quelque sorte à cette absence et nous donner sa vision. J'y suis moi d'autant plus sensible que, étant moi-même petit élu d'une région du nord de la Lorraine, la sidérurgie n'est pas un sujet qui me laisse complètement indifférent. Et je dois dire qu'en plus, c'est pour ça que les interventions de nos différents intervenants peuvent présenter un grand intérêt. En plus, j'ai sous les yeux en ce moment, d'une part, le groupe ArcelorMittal, dont vous avez tous entendu parler, avec ses décisions industrielles dictées par des impératifs financiers, dictées par ses propres difficultés financières et par d'autres critères, bien entendu, et que dans ma commune, j'ai par contre une usine que les plans de restructuration de la sidérurgie dont les plans de restructuration de la sidérurgie successifs depuis 30 ans ont annoncé la mort. Je crois qu'il y a au moins une dizaine de plans successifs qui ont dit on va fermer l'usine, qui est donc une usine à rail aujourd'hui, et qui se porte étonnamment bien, qui n'a aucun problème de débouché et qui qui est une des principales usines à rail de l'Europe occidentale, avec des clientèles aussi bien TGV que tramway, qui sont aujourd'hui extrêmement porteuses. Donc, il y a de la sidérurgie qui va mal et il y a de la sidérurgie qui se porte très bien. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire le point avec cette focale-là. Alors, j'ai envie de dire à Jean-Michel Quatrepoint, au fond, le redressement industriel, c'est un vaste programme. Par où on dévide le fil? Bon, oui, vaste programme, aurait dit le général. Je crois que vous avez intitulé cette table ronde « L'Alliance des productifs pour redresser l'industrie française ». Alors, il faut parler des productifs de demain, et non pas de ceux d'hier, et même pas de ceux d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce qui est à l'œuvre depuis quelques décennies et qui s'est accéléré depuis quelques années sous l'effet de la crise. Nous vivons une troisième révolution industrielle. La première, je vous le rappelle, a commencé vers 1780. Elle a pour base la machine à vapeur, la mécanique, la mécanisation, et elle s'appuie sur le charbon et la chimie naissante. Avant cette première révolution, la seule source d'énergie est le muscle de l'homme, dans l'agriculture comme dans l'artisanat. Avec la mécanisation, on démultiplie cette puissance musculaire. La seconde révolution industrielle survient un siècle plus tard avec l'électricité, le pétrole, le moteur à explosion, puis le téléphone. Alors que la première s'était développée à partir des PME, la seconde va prospérer avec les grandes entreprises, la concentration de la main-d'œuvre dans de grandes usines, la taylorisation des tâches. La troisième révolution a commencé il y a une trentaine d'années, et on remarquera que c'est toujours dans les années 80 qu'ont débuté ces révolutions industrielles. Cette troisième révolution, elle commence avec l'émergence d'un nouveau système technique de production. La vapeur a été le moteur de la première révolution,
L'électricité, ce qu'avait bien compris Lénine, est le moteur de la seconde. Le logiciel connecté au réseau est le moteur de la troisième révolution. C'est ce que nous avons baptisé, avec quelques amis au sein de l'Institut Xerfi, on a baptisé cette révolution de l'économie. Pas l'économie, mais l'économie comme l'économie. L'économie, c'est l'intelligence partagée en réseau, autrement dit une reconception d'ensemble des process de production, de l'organisation même des entreprises, des organisations, y compris de l'État. Cette mutation concerne aussi bien la production matérielle que les services, la consommation autant que la transformation des usages, des biens et services. Alors comme ce fut le cas des deux précédentes, cette troisième révolution industrielle modifie profondément le rapport de l'homme avec son environnement naturel. Elle modifie la nature elle-même. C'est tout le système productif qui est transformé. Les produits, la manière de les inventer, de les fabriquer, de les commercialiser. Alors comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, des entreprises sont entrées de plein pied dans l'économie sans le savoir, en France, mais aussi hors de France. On pense bien sûr aux Allemands, à cette industrie automobile qui a su automatiser, robotiser sa production, gérer ses sous-traitants, mais aussi utiliser les réseaux Internet pour faire presque du sur-mesure pour le client. On pense à un groupe espagnol comme Zara, dont la réussite, au milieu d'une économie espagnole sinistrée, est largement due à l'adaptation de la production aux besoins ô combien changeants du consommateur. Ce sera aussi le rapprochement des centres de production en fonction des zones de consommation. Car l'économie doit permettre de tourner la page de ces délocalisations sauvages, en Chine ou ailleurs, qui n'avaient pour but que de réduire drastiquement le coût du travail. L'économie, les Américains y entrent de plein pied, avec leur volontarisme habituel, leur puissance intellectuelle et financière, et ce, malgré leur surendettement. De tous les hommes politiques, je crois que c'est Barack Obama qui est sans doute celui qui a le mieux compris ce qui était en jeu et ce qui était en train de se passer. Et son discours sur l'état de l'Union en février dernier était une sorte d'hymne à cette troisième révolution industrielle, à l'investissement dans la science en général, les nouvelles technologies, l'énergie, prônant la multiplication des instituts sur l'innovation manufacturière et demandant au ministère de la Défense et de l'Énergie de se mobiliser avec les entreprises privées pour reconstruire l'Amérique sur ses bases. Car c'est ainsi que l'on pourra à nouveau créer des emplois dans le secteur manufacturier, des emplois qualifiés. Dans l'économie, vous savez, le cerveau d'œuvre remplace en fait la main-d'œuvre comme principal facteur de production. Les tâches répétitives sont réalisées par des robots et la structure des emplois va changer de fond en comble. Ce que nous appelons encore industrie va connaître la même transformation que l'agriculture avec la mécanisation. Il y a 2 siècles, l'agriculture employait les 2/3 de la population active, aujourd'hui 3%. Ne nous leurrons pas, l'ajustement sera douloureux. Il le sera d'autant plus que notre système éducatif n'est absolument pas préparé à cette société de l'économie et qu'il n'y prépare pas les jeunes. L'emploi d'aujourd'hui, encore plus celui de demain, va se trouver en amont, dans la recherche, l'innovation, la conception et surtout l'adaptation permanente du produit aux évolutions des besoins et de la demande du consommateur et du client. Il se retrouve aussi dans l'aval, dans les services qui sont précisément au contact du consommateur pour assurer le suivi, la maintenance et le dépannage. Le produit devient un assemblage de biens et de services qui y sont attachés. C'est une des grandes forces de l'industrie allemande. Je pense aussi aux ascenseurs, aux télécopieurs. Pensez, tout est dans la maintenance, le service après-vente et la qualité du produit. Et c'est une des faiblesses de la Chine qui a bien compris que ses propres consommateurs exigeaient des produits de qualité. Ce qui se passe dans l'agroalimentaire en Chine est significatif. Le consommateur chinois se détourne des produits chinois, car il y a eu des scandales avec la mort de bébés, notamment sur les aliments pour bébés, et des produits avariés en matière d'aliments pour la viande. Qu'ont fait les groupes chinois? Ils sont en train de racheter des entreprises occidentales, notamment américaines. Vanda, qui est le premier groupe agroalimentaire chinois, a racheté Smithfield, un géant américain qui, au passage d'ailleurs, avait racheté Cochonou, Justin Bridou, via les fonds d'investissement. Et donc, les Chinois vont acheter des marques et du savoir-faire à l'étranger pour le présenter ensuite aux consommateurs chinois, car ce sera un gage de qualité. Avec l'économie, le client et la qualité du produit vont reprendre droit de cité. Ce nouveau système productif, ce sont les entreprises, principales créatrices de richesse, qui en sont à la base.
Elles ne sont pas, bien sûr, les seuls acteurs, mais c'est par elles que tout commence. Car l'économie bouleverse les hiérarchies, les responsabilités, la relation avec les clients, les fournisseurs et les partenaires. Et l'innovation permanente. Alors c'est peu dire que l'économie remet en cause nos codes de valeurs, nos modes de pensée, nos organisations. Les périodes de transition, nous en vivons une bien évidemment, sont toujours douloureuses. Le modèle ancien s'effondre et le modèle nouveau ne produit pas encore tous ses effets bénéfiques. Plus la transition est longue, plus les sacrifices pour les populations sont importants. Raison de plus pour ne pas attendre et pour prendre les problèmes à bras-le-corps et reconstruire la France sur ses nouvelles bases. Alors dans son analyse des révolutions industrielles, Christian Saint-Etienne explique qu'elles ont connu à chaque fois 2 périodes. 50 ans d'innovation et de rupture pour que le nouveau système de production s'implante, puis 50 ans de consolidation. Ces révolutions industrielles sont l'occasion de rebattre les cartes à l'échelle mondiale. La Chine est sortie du jeu au début du XIXe siècle pour ne pas avoir pris le virage de la première révolution. Les pays qui ne sauront pas s'adapter à cette 3e révolution sortiront eux aussi du jeu, et c'est tout l'enjeu pour notre pays. Alors vous allez me dire, et vous en avez parlé, ce gouvernement a compris ce qui se passait. Le plan que Arnaud Montebourg et François Hollande ont présenté quelques jours à l'Élysée, les 34 projets d'avenir, effectivement, vont dans le bon sens. Cela dit, ne nous l'aurons pas. Et si je voulais être méchant, je dirais que c'est une magnifique opération de com'. Parce que ces 34 projets, ils existaient déjà. Hérault les avait présentés dans ses projets d'avenir. Et en fait, ces projets d'avenir ne faisaient que reprendre ce qui avait été incorporé dans l'emprunt Sarkozy et géré par le Commissariat général à l'investissement. Les 3,7 milliards d'euros qui vont être injectés par l'État sont pris en fait sur les 7 milliards d'euros qui restent sur les 35 milliards du Commissariat général à l'investissement. Donc, pour moi, c'est bien, mais c'est une goutte d'eau. Ce ne sont pas ces 3,7 milliards étalés sur 5 ans qui vont nous faire basculer notre pays dans l'économie. Ces 34 projets ne font pas un plan d'ensemble. Or, ce dont nous avons besoin, c'est un plan d'ensemble et de repenser notre politique économique, globalement, à l'aune de cette 3e révolution industrielle. Or, cette politique, elle est décidée où? À Bercy. Et à Bercy, l'économie, c'est au mieux un coût financier, au pire, une idée fumeuse. Et puis, c'est quelque chose que nos hiérarques ne maîtrisent pas. Ils ne sont pas à la manœuvre. Pire, l'économie remettrait en cause leur manière de travailler, de penser, leur pouvoir, voire leurs emplois. Car l'économie, vous savez, ne sera pas imposée par le haut, par l'État ou quelques sauveurs suprêmes. Elle se fera par les acteurs, les citoyens, contribuables, consommateurs, producteurs que nous sommes tous. Et elle se fera aussi, et j'ajouterais même surtout, par les entrepreneurs, qu'ils soient individuels, patrons de PME ou même managers de grands groupes. Elle se fera aussi avec ceux qui accepteront d'apporter leur argent, de prendre des risques pour financer l'innovation et ses entrepreneurs. Alors l'État peut faciliter, accompagner, mais il n'a plus les moyens d'être le pilote unique, d'autant qu'il n'a plus, à la différence des 30 Glorieuses, les compétences en son sein. Ce que pourrait faire l'État, c'est par exemple de ne pas réduire drastiquement le budget de la défense et de développer au contraire les recherches sur la cyberguerre et les nouvelles armes. Ce que pourrait faire l'État, c'est de faciliter également les recherches sur les méthodes d'exploration des gaz de schiste. Il pourrait aider aussi aux recherches sur le nucléaire du futur. Ce que pourrait faire l'État, en l'occurrence la représentation nationale, ce serait de retoquer le projet de Mme Duflot sur le logement. Il faut construire et non réglementer. Il faut construire massivement des nouveaux logements, pas chers, modernes, intégrant toutes les nouvelles technologies de la domotique. Construire à Paris, en hauteur, pour faire baisser les prix et permettre de financer la créativité de nos architectes. Paris devrait redevenir une des grandes villes où l'architecture s'exprime. Aujourd'hui, elle s'exprime à Londres et à Berlin. Ce que pourrait faire l'État, c'est de ne pas bâtir effectivement une nouvelle usine à gaz réglementaire et fiscale qui ne va faire qu'aggraver la crise du logement. Ce que pourrait faire l'État, c'est lancer un plan avec les régions pour que chaque élève, il y en a 11 millions, 12 millions, soit doté d'une tablette fabriquée en France. On pourrait à ce moment-là demander effectivement à Apple, aux autres constructeurs, et puis à un constructeur français, Arcos, de les produire en France. Ce que pourrait faire l'État, ce serait de faciliter la création d'une plateforme regroupant toutes les bases de données numériques, culturelles. Il y a 240 instituts en France qui ont développé, qui ont numérisé leur patrimoine. Ça va de l'INA
au musée du Louvre, etc. Mais ils ne sont pas interconnectés entre eux. Or, il y a un projet qui existe de faire, avec une société française qui s'appelle Technicolor, de faire une base de données unique où chacune de ces bases de données serait reliée, ce qui permettrait au niveau mondial à tout utilisateur qui voudrait aller consulter les trésors du Louvre ou les archives de l'INA de se brancher dessus. Eh bien, ce projet, il existe. Il a même trouvé un financement, ou plutôt une mécène canadienne. Eh bien, Madame Filippetti n'a toujours pas reçu les promoteurs de ce projet. Donc, l'État a beaucoup à faire, mais sans doute aussi préfère-t-on peut-être laisser Google maître du jeu. Parfois, j'en arrive à me demander si dans certains milieux de l'État, même de la fonction publique et politique, on ne préfère pas finalement jouer le jeu des grands groupes américains. Ce que aurait pu faire l'État, c'est de prendre à bras-le-corps le dossier de l'optimisation fiscale et proposer aux multinationales les termes d'un deal. Si vous ne payez pas d'IS en France, et elles n'en payent pas, ni les multinationales françaises, ni les multinationales, encore moins les multinationales étrangères, eh bien, je vous mets une taxe sur votre chiffre d'affaires réalisé en France. Au lieu de ça, à valoir sur l'IS. Au lieu de ça, on est en train de négocier un nouvel impôt sur le NGE de 1,15%, enfin sur le revenu brut d'exploitation. Bon, ça ne changera rien, ils ne feront pas de revenu brut d'exploitation positif. Bon. Donc, l'État, en fait, invente à chaque fois de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, mais ne s'attaque pas à la réalité du problème. Alors, s'il y avait un message à faire passer, c'est celui-ci. L'alliance des nouvelles forces productives passe par un préalable. Que l'on arrête d'opposer les uns aux autres, les juniors aux seniors, les actifs aux inactifs, les salariés aux retraités, que l'on cesse de vouloir remplacer la lutte des classes par la lutte générationnelle, que l'on cesse de stigmatiser les riches et les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les petits propriétaires bailleurs, etc. Car on a besoin de tous les acteurs économiques pour opérer cette transition vers l'économie. En revanche, je crois qu'il faudrait s'attaquer à un phénomène qui n'a cessé de se renforcer au fil des décennies. Je veux parler de l'endogamie entre une haute fonction publique, et même une moyenne, les médias, pas tous bien sûr, et la majorité de la classe politique, pas toute la classe politique. Une élite prisonnière d'un système qui a fait de la politique un métier. Une endogamie dominée par cette énarchie dont Jean-Pierre Chevènement avait déjà décrit les travers il y a plus de 40 ans. Alors, cette élite a cru, il y a 20 ans, que l'on basculait dans un monde post-travail, post-industriel, post-national. C'est tout le contraire qui s'est produit. La troisième révolution est industrielle, même si c'est une autre industrie que l'on voit surgir. Elle mobilise plus que jamais le travail, mais le travail qualifié, à tous les niveaux. Et en fait, il ne s'agit pas de travailler moins, mais de travailler mieux. Et puis, cette époque, elle est nationale, elle n'est pas post-nationale, car tous les pays raisonnent d'abord en termes nationaux, des États-Unis à la Chine, de la Russie à l'Allemagne, sans oublier bien sûr l'Angleterre. Alors ce n'est pas faire du populisme que de dire qu'il est temps pour notre pays et ses citoyens de reprendre en main leur destin. Et ce n'est pas en sautant comme un cabri, comme aurait dit là aussi le général, en criant droit de l'homme, que l'on s'occupe des hommes et que l'on définit une stratégie audacieuse et réaliste pour la France. Et ce n'est pas en multipliant taxes, règlements, interdictions et punitions que l'on mobilisera les forces productives de ce pays, ou ce qu'il en reste, pour le faire entrer dans la société de l'économie. Merci. Alors, Guillaume Duval, finalement, dans ce contexte général que l'on peut apprécier, on a l'habitude de dire que parmi les pays européens, il y en a un qui s'en tire plutôt bien, qui est l'Allemagne. Et au fond, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a une puissance d'interrogation, notamment dans votre dernier ouvrage, mais aussi dans ce que vous écrivez, étant par ailleurs un bon connaisseur de l'Allemagne, c'est qu'au fond, ces forces ne sont pas toujours là où la Vulgate qui répète les trouve. Alors au fond, dans ce modèle allemand, si modèle il y a, qu'est-ce qui sont les points de force et qu'est-ce qui fait que ce pays s'en tire à l'heure actuelle plutôt mieux que la France? Oui, bonjour. Et tout d'abord, merci à Jean-Luc Laurent, à Julien Landfried, au MRC
de m'avoir invité, d'avoir associé Alternative économique à vos travaux aujourd'hui. Donc l'Allemagne, oui. Il faut tout d'abord bien mettre à son niveau le niveau de performance de l'économie allemande aujourd'hui. Hein. C'est pas terrible. Pour cette année, pour 2013, le PIB allemand devrait dépasser son niveau de 2008 de 2,9%. Le PIB américain le dépassera de 5,2%. Hein. Donc les États-Unis ont connu toute la crise qu'on connaît, etc., mais ils s'en sortent 2 fois mieux de la crise que les Allemands eux-mêmes. Simplement, évidemment, quand on compare l'état de l'économie allemande à celui de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, et dans une nettement moindre mesure de la France, ça va mieux, mais c'est parce qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. C'est pas exceptionnel pour autant. Mais il est indéniable donc que l'Allemagne s'en sort moins mal que les autres en Europe. Je pense que, et donc on nous dit aujourd'hui, c'est grâce aux réformes Schröder du début des années 2000. Et parce que c'est aujourd'hui, au nom du modèle allemand, qu'on nous dit de faire tout ce qu'on ne peut plus nous dire de faire au nom du modèle anglo-saxon après son fiasco de 2000-2001, puis 2008-2009. Donc c'est au nom du modèle allemand qu'il faudrait aujourd'hui abaisser le coût du travail, diminuer les dépenses publiques, libéraliser le marché du travail, etc., etc. Alors que c'était au nom du modèle allemand qu'il fallait résister au modèle anglo-saxon à la fin des années 80, mais bon, c'est une instrumentalisation du débat qui est assez classique. En fait, la thèse dans le bouquin, c'est de dire c'est pas du tout grâce à Schröder que l'Allemagne s'en sort moins mal que les autres, c'est plutôt malgré Schröder. Les réformes Schröder ont eu comme conséquence de développer la pauvreté, de développer la précarité, de développer les inégalités en Allemagne. Elles ont aussi beaucoup affaibli le système de négociation sociale, qui est un vrai point fort de l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, c'est un pays où il y a 55% des employés du secteur privé qui sont couverts par une convention collective. En France, il y en a 98%. Hein. Donc c'est le Far West sur le marché du travail allemand pour la moitié des Allemands. Donc il a développé les inégalités, la pauvreté, etc. Et en ce sens, je pense qu'il a affaibli à moyen terme l'Allemagne. Il a mis aussi tellement de pression sur les dépenses publiques qu'il n'a pas fait un des trucs qui était essentiel pour l'avenir de l'Allemagne, c'était de mettre en place des crèches, mettre en place des écoles qui accueillent les enfants toute la journée. Madame Merkel est en train de s'en occuper, mais la gauche ne l'a pas fait parce qu'elle ne voulait pas augmenter les dépenses publiques. Il a aussi tellement mis la pression sur les dépenses publiques que l'Allemagne est le seul pays de l'OCDE où l'investissement public, qui est 2 fois plus faible qu'en France, ne couvre pas l'usure des infrastructures. C'est-à-dire que c'est un pays qui désinvestit publiquement depuis le début des années 2000. Alors ça permet de faire des économies de dépenses publiques. Hein. Il y a 1,5 point de PIB en moins pour ça. Mais ça ne prépare pas du tout l'avenir. Et d'ailleurs, ça commence à se voir. Il y a eu des grands papiers dans la presse allemande sur le thème, dans Die Welt, qui est un quotidien conservateur, sur le thème l'incroyable scandale des infrastructures allemandes. Die Zeit a fait la même chose il y a quelques semaines. Deutschland geht kaputt, l'Allemagne tombe en ruine. Et tous les candidats sont prêts maintenant, et c'est bien, à développer l'investissement public. Mais enfin, la manière dont ils ont économisé de l'argent public depuis 10 ans maintenant n'est pas vraiment une manière de préparer l'avenir. Donc je pense que Schröder a plutôt affaibli l'Allemagne à terme. L'Allemagne s'en sort quand même pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ces réformes. La première d'entre elles, et c'est important de le comprendre, c'est la démographie. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays qui a perdu 400 000 habitants, et sans doute plus, parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils en avaient perdu 1,5 million en plus, ils ne savent pas quand et où, mais qui a perdu 400 000 habitants depuis le début des années 2000. La France, c'est un pays qui en a gagné 4,9 millions. Les Français ont l'habitude de considérer que c'est vachement bien d'avoir des gamins, des jeunes et tout. C'est vrai que c'est peut-être bien pour le futur, mais enfin, dans l'immédiat, ça coûte très cher. Il faut les loger, les nourrir, les éduquer, leur payer des téléphones portables, etc. Ça fait plein de dépenses privées et publiques que les Allemands n'ont pas eu à faire. Les Allemands, ils dépensent 1,5 point de PIB de moins que nous pour l'éducation. Ils payent beaucoup mieux leurs profs que les Français, mais simplement, ça leur coûte moins cher parce qu'ils n'ont pas de gamins. Mais surtout, ça a eu un impact majeur sur un point particulier qui est un des handicaps centraux de l'économie française et de l'industrie française aujourd'hui, c'est sur l'immobilier.
et que les prix de l'immobilier n'ont pas bougé en Allemagne depuis 15 ans, ils ont été multipliés par 2,5 en France. On est aujourd'hui dans un ratio de 1 à 3 avec l'Allemagne sur ce terrain-là. Hein. Un logement neuf en Allemagne en 2011, ça valait 1 300 € du mètre carré en moyenne. Un logement neuf en 2011 en France, ça valait 3 800 € du mètre carré en moyenne. C'est un rapport étroit. Si vous voulez, les Français ont une épargne formidable, ont un patrimoine formidable. On est les 4e au monde pour le patrimoine par habitant en moyenne, d'après le Crédit Suisse, et on peut faire confiance aux Suisses dans ce genre de stats. Devant nous, il y a les Norvégiens, les Australiens et les Suisses. On est les 4e derrière. Le problème, c'est qu'on est riche de trucs qui servent à rien. On est riche de rentes foncières, on est riche de propriétés immobilières. C'est évidemment un des enjeux majeurs, et les Allemands sont très pauvres en termes de patrimoine. Hein, et ils ont eu en plus que les prix n'ont pas augmenté, ils n'ont jamais eu de gouvernement qui a voulu faire une Allemagne de propriétaires. Ils ne sont pas cons à ce point-là. Et donc ils sont beaucoup plus locataires que nous, donc beaucoup plus mobiles, etc. Le fait de réorienter l'épargne des Français de l'immobilier vers des usages productifs est un des leviers essentiels. Et en tout cas, en Allemagne, ce n'est pas forcément le résultat d'une politique très volontaire, c'est le résultat de la démographie. Mais c'est notamment comme ça que ça marche. Donc ça, c'est un point. Et si vous voulez, quand on n'a pas de gamins à nourrir et quand le prix du logement n'augmente pas, on peut tolérer assez longtemps une austérité salariale assez poussée sans inconvénient majeur. Les prix, les salaires et les coûts du travail n'ont pas du tout dérivé en France dans les années 2000. On est un des pays d'Europe où il a le moins augmenté, mais il y a 2 pays où ils ont moins augmenté que nous, c'est l'Autriche et c'est vrai l'Allemagne, mais la démographie a beaucoup facilité les choses. La deuxième chose, c'est que, et ça on le sous-estime dans les débats publics sur l'industrie en France, l'Allemagne a beaucoup profité de sa spécialisation industrielle dans les années 2000, à savoir qu'elle a profité de la demande des pays émergents, l'explosion de la demande des pays émergents pour des trucs qu'ils fabriquent eux et pas nous, et en particulier des machines. L'Allemagne, c'est 18% de l'emploi en Europe. Dans le domaine des machines, des biens d'équipement et des équipements électriques, c'est 33%. La France, c'est 12% de l'emploi en Europe. Dans le domaine des machines et des équipements électriques, c'est 8%. C'est 4 fois moins que l'Allemagne. C'est parce que, et donc quand les usines poussent comme des champignons en Inde, au Brésil, en Chine, etc., c'est des machines allemandes qu'on installe partout. Le problème des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, dont on débat beaucoup en France, il est très mal posé à mon sens. Parce qu'on le pose sous l'angle de la taille, comment faire pour que nos trop petites entreprises grandissent et atteignent 300 personnes pour pouvoir exporter comme en Allemagne, etc., etc. Mais le problème, c'est que ces ETI allemandes, elles existent d'une part et elles réussissent d'autre part, non pas parce qu'elles sont 300 au lieu de 50, mais c'est parce qu'elles produisent des machines. Quand vous êtes le spécialiste de la machine qui est indispensable dans tel processus industriel pour faire telle chose, là, vous pouvez être le roi du pétrole à l'échelle mondiale avec 300 personnes et livrer en Inde, en Chine, au Brésil, etc., etc. C'est pas parce qu'on aura fait monter de 50 à 300 les petites entreprises de l'agroalimentaire qui en France font des plats cuisinés qu'elles compteront pour quoi que ce soit sur le marché mondial. Si vous voulez compter sur les plats cuisinés, il faut être 50 000 personnes à l'échelle mondiale. C'est pas à 300 que ça se joue. Hein. C'est la même chose pour la sous-traitance automobile. Donc l'enjeu, c'est d'être capable en particulier de reconquérir, mais c'est plus facile à dire pour un journaliste sur un panel qu'à faire sur le terrain, c'est notamment de reconquérir le marché des biens d'équipement, de produire, non seulement de produire des biens industriels, mais de produire les machines qui vont dans les industries en question. C'est pas simplement pour pouvoir exporter, etc., etc. C'est qu'on peut être en avance dans une industrie donnée et innover dans une industrie donnée que si on maîtrise aussi les biens d'équipement qui vont avec, sinon on est forcément un suiveur parce que c'est les autres qui ont essayé les machines les premiers. Donc ça, c'est un deuxième élément. L'Allemagne a profité de sa spécialisation. Il y a aussi les grosses voitures, hein, évidemment. Quand il y a une part, même faible, des 1,3 milliard de Chinois qui deviennent assez riches pour s'acheter, ou plutôt se faire acheter par l'État ou par leur boîte, une grosse voiture, ils achètent des BMW, des Audi et des Mercedes, et pas des Renault et des Citroën. Donc ça n'a rien à voir avec Schröder, mais l'Allemagne a profité à fond de l'explosion de la demande de la Chine en particulier durant toute cette période. Et enfin, la troisième chose, c'est que les Allemands pleurent beaucoup sur le coût de la réunification. Ils pleurent beaucoup sur le coût de la réunification.
mais c'est vrai que ça a été compliqué, que ça a été dur, tout ça. Mais c'est vrai qu'ils l'ont maîtrisé très, très bien dans un espace de temps très court. C'est parce que ça leur a coûté cher qu'ils ne peuvent pas aider plus les Irlandais, les Grecs, etc. Mais ceci dit, au bout du compte, enfin ceci dit, nous aussi ça nous a coûté très cher parce qu'avec les politiques de la Bundesbank au début des années 90, ça a déclenché la récession de 93 et la crise qui a suivi. Mais au bout du compte, l'Allemagne a été la grande gagnante de la chute du mur parce qu'ils ont pu réintroduire dans leur système productif massivement et très vite les systèmes productifs des pays d'Europe centrale et orientale, ce que les industriels français n'ont pas réussi à faire, en tout cas dans les mêmes proportions. Si vous voulez, avant la chute du mur, le pays à bas coût qui fournissait l'Allemagne en sous-traitance, c'était la France. Après la chute du mur, le pays à bas coût qui fournit l'Allemagne en sous-traitance, c'est la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Simplement, aujourd'hui encore, bien que les salaires aient beaucoup augmenté en Pologne, il y a un écart de 1 à 5 pour le coût du travail entre la Pologne et la France. Donc ça a donné un avantage compétitif massif à l'industrie allemande d'avoir réussi à faire ça. C'est important de comprendre pourquoi ils l'ont bien fait. Parce que c'est articulé avec un des vrais atouts de l'Allemagne, auquel Schröder n'a pas réussi ou n'a pas eu le temps de toucher, c'est la codétermination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu pour autant de tchourouk allemand dans ce moment-là. C'est-à-dire que les patrons allemands ne se sont pas dit « ouais, chouette, on va tout délocaliser en Pologne, en Slovaquie, etc. On va faire des entreprises sans usine. » Pourquoi ? Ils ont conservé donc une base productive solide en Allemagne eux-mêmes parce qu'ils ont dû négocier avec les syndicats allemands. Donc un comité d'entreprise allemand, il n'est pas consulté pour avis. Il doit donner son accord sur les principales décisions managériales au préalable. Et d'autre part, dans les conseils de surveillance allemands, il y a une moitié de représentants des salariés à côté d'une moitié de représentants des actionnaires. Donc ça se passe très différemment dans une entreprise française. Ça se passe aussi différemment dans une entreprise française pour une troisième raison qu'il faudrait aussi vraiment copier, et c'est dommage, on n'apprend vraiment pas le chemin, c'est qu'il n'existe pas de PDG allemand. Toute entreprise allemande a un conseil de surveillance d'une part et un directoire d'autre part, donc il y a toujours un président du conseil de surveillance et un directeur général de l'entreprise d'autre part. Et pour faire quoi que ce soit, il faut que ces deux-là s'entendent. C'est-à-dire que, si vous voulez, un gars qui arrive à la tête d'une grande entreprise française, parce qu'il a fait l'ENA et qu'il avait été dans un cabinet ministériel, cette grande entreprise vend de l'eau et des services publics locaux à des municipalités. Il ne trouve pas ça rigolo, il préférerait avoir un appartement à New York et être à la tête d'une major d'Hollywood. Il fait ça en 2-3 ans. Ça n'existe pas en Allemagne parce que ça ne peut pas exister. Si vous voulez, les gens qui ont liquidé l'industrie française, elle ne souffre pas tellement de ses ouvriers et du coût de son travail de ses ouvriers, elle souffre surtout de ses dirigeants et de ce qu'ils ont fait et de la manière dont ils peuvent gérer les entreprises sans contre-pouvoir. Donc ça, c'est les 3 trucs. Ça, c'est les 3 trucs dont a bénéficié l'industrie allemande, mais qui n'ont strictement rien à voir avec les réformes Schröder au cours des années 2000 et qui fait qu'ils s'en sont sortis moins mal que nous. Depuis la crise, il y a 3 autres trucs qui jouent et qui sont importants parce qu'ils sont liés à des questions qui nous touchent aussi. La première chose, c'est que les réformes Schröder du marché du travail n'ont absolument pas marché, et heureusement. Schröder, c'était un admirateur de Tony Blair, de Clinton, qui voulait rendre le marché du travail allemand beaucoup plus anglo-saxon, qu'on puisse hire and fire comme dans les pays anglo-saxons, etc., etc. Ce qui s'est passé dans la crise, c'est que les Allemands n'ont pas du tout utilisé les mécanismes de flexibilité que Schröder avait introduits, donc de l'intérim, des trucs comme ça. Si vous voulez, en 2009, ils ont eu une récession à peu près 2 fois plus forte que nous, 5%, nous c'était 3%. Nous, on a perdu 480 000 emplois, eux, ils en ont perdu 0. Ils ont licencié personne. Parce qu'ils ont joué à fond sur le chômage partiel, ils ont joué à fond sur les accords dans les entreprises, etc., etc. Ça n'a strictement rien à voir avec les réformes Schröder, c'est exactement le contraire que voulait faire Schröder. Il voulait que ça se passe en Allemagne comme ça s'est passé en Espagne ou au Royaume-Uni après la crise. Donc ça a permis à la demande intérieure allemande de résister, ça a permis aussi à l'industrie allemande de repartir tout de suite quand les commandes sont revenues, quand les Chinois ont mis plein de sous dans la machine, qu'ils se sont remis à construire plein d'usines et à commander plein de machines allemandes, l'industrie allemande n'avait pas besoin d'embaucher et de former des gens pour fournir, ils étaient là. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose qui est très importante, c'est que l'Allemagne bénéficie depuis la crise de taux d'intérêt extrêmement bas, négatifs.
en termes réels, une fois l'inflation déduite. Si vous voulez, si l'État allemand avait payé les taux des intérêts sur sa dette publique au taux de 2008, ils auraient dû payer 98 milliards d'euros en plus en 2009, 2010, 2011, 2012. C'est un avantage considérable. Les Allemands pleurent beaucoup parce qu'ils doivent aider la Grèce, l'Irlande, le Portugal, etc. Mais enfin, ils se sont engagés à hauteur de 70 milliards d'euros pour l'instant. Et c'est des prêts qui rapportent 4%. Donc les Allemands empruntent à 0, ils prêtent à 4. L'essentiel de ces prêts sera remboursé, même si tout ne le sera pas. La crise a été une bonne affaire pour les finances publiques allemandes jusqu'ici. Elle a été aussi une bonne affaire pour les finances publiques françaises, même si c'est dans des proportions un tout petit peu moindres. Mais ça a profité aussi aux ménages et aux entreprises allemandes, hein, qui ont des taux d'intérêt beaucoup plus bas pour leur action que le reste de l'Europe. Mais surtout, le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est un point sur lequel je crois que vous avez déjà parlé ce matin, c'est le taux de change. C'est-à-dire qu'une des seules bonnes nouvelles qu'il y a eu dans la crise, c'est que l'euro a baissé par rapport au dollar. Il était à 1,6 en 2008, il est à 1,3 aujourd'hui. Il faudrait qu'il aille encore plus loin vers la parité de départ pour ramener vraiment de l'industrie en Portugal, en Espagne, etc., et des touristes en Grèce. Mais enfin, c'est déjà quand même pas mal, parce que ce qui a vraiment liquidé l'industrie européenne, ce qui a vraiment liquidé l'industrie française, l'industrie espagnole, etc., dans les années 2000, c'est la montée de l'euro par rapport au dollar. Il était à 0,9 en 2000, il est monté à 1,6 en 2008. C'est, comme on dit de nos jours, un choc de compétitivité formidable. Ça voulait dire que le coût du travail d'un Français, il était 14% de moins que le coût du travail d'un Américain en 2000. Il était devenu 17% de plus que celui d'un Américain en 2010. Pareil, et même un peu pire, avec les Japonais. Mais surtout, pareil avec les Coréens, pareil avec les Taïwanais, pareil avec les Mexicains. C'est-à-dire que comme la plupart des pays émergents ont leur monnaie qui est indexée sur le dollar et pas sur l'euro, l'écart de coût du travail entre les Français et les pays émergents s'est accru dans les années 2000 au lieu de se réduire. Hein. Le coût du travail d'un Coréen, ça valait 46% du coût du travail d'un Français en 2000, ça en valait plus que 41% en 2010. Hein. Donc c'est ça qui a nettoyé toutes les autres industries, enfin toute l'industrie européenne, sauf l'industrie allemande, et c'est vraiment un exploit qu'ils aient réussi à faire ça, mais c'est plutôt pour les 3 raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est bien que l'euro ait baissé dans la crise, on a tellement mal géré l'euro qu'il a baissé par rapport au dollar. C'est bien, simplement dans l'immédiat, ça a surtout profité à l'industrie allemande, parce que c'est eux qui exportaient déjà le plus hors zone euro, donc ils ont pu, grâce à la baisse de l'euro depuis 2008, compenser les pertes qu'ils ont eues sur la zone euro par des exports supplémentaires hors zone euro. L'excédent extérieur allemand, c'était 181 milliards d'euros en 2007. Il était fait à 62% aux 2 tiers sur la zone euro. L'excédent extérieur allemand, c'était 185 milliards d'euros l'an dernier. Il était fait à 1 tiers, 32% sur la zone euro. Hein. Donc c'est ça qui explique que l'Allemagne aille moins mal que les autres en Europe. Ces 6 raisons que je vous ai données n'ont rien à voir avec les réformes Schröder, au contraire. Mais effectivement, il y a derrière ça des choses qu'on aurait intérêt à copier, notamment à copier, à essayer de se rapprocher sur la question de l'épargne et de l'orientation de l'épargne, sur la question de la gouvernance des entreprises et du poids des salariés dans les entreprises, sur d'autres éléments aussi. Je voudrais juste terminer sur un point, parce que quand même, quand on dit les 3,5 milliards d'euros si peut-être juste un autre point encore avant de terminer. Si vous voulez, en France, un des points qui nous plombe aujourd'hui, c'est bien la politique qu'on a eue en matière de coût du travail depuis 25 ans, tout gouvernement confondu. Hein. Donc ça fait 25 ans qu'on dit on a trop de chômeurs peu qualifiés, parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois peu qualifiés. Il faut créer davantage d'emplois peu qualifiés. Pour créer davantage d'emplois peu qualifiés, il faut abaisser le coût du travail à proximité du SMIC. Tout le monde l'a fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de charges patronales au niveau du SMIC. Ça n'a rien réglé du côté du chômage peu qualifié, hein, parce que dans un système de file d'attente, tant qu'il y a du chômage,
Les chômeurs peu qualifiés, ils restent tout au fond de la file d'attente. Ce n'est pas une question de coût du travail, le chômage des peu qualifiés. Il faut les requalifier pour les mettre sur le marché du travail. Ça coûte cher et c'est difficile, mais il n'y a pas d'autre solution. Les gars qui ont pris, ça a bien marché, on a créé plein d'emplois peu qualifiés. Les gars qui ont pris ces emplois peu qualifiés, par contre, c'est des gens plutôt plus qualifiés qu'avant. Les jeunes qui sont restés très longtemps dans le système éducatif. Et ça fait donc des gens qui sont très frustrés, très mécontents, etc. etc. Ça pose des problèmes sociaux majeurs, mais surtout sur le plan industriel, ça a été une connerie majeure. C'est-à-dire que ça favorisait... on n'a heureusement pas parallèlement limité les prestations sociales qu'on a données aux gens. Donc, comme on a supprimé les cotisations au bas de l'échelle, on les a augmentées ailleurs. Si vous voulez, ça n'a pas que des inconvénients, ça rend le système social et fiscal français plus redistributif qu'on ne le dit généralement. C'est vraiment les cotisations des ingénieurs et des cadres qui payent l'assurance maladie des smicards aujourd'hui. Ça n'a pas que des inconvénients, mais ça a eu un inconvénient majeur sur le plan industriel. Ça a favorisé le secteur des services, qui paye très peu de cotisations sociales aujourd'hui. Ça n'a pas eu d'impact trop négatif sur le plan industriel dans les années 90. C'est-à-dire que dans l'Europe à 15, grâce notamment à cette politique, on était un pays très attirant pour les usines tournevis. Si vous voulez, quand il s'agissait de trouver un pays où la main-d'œuvre n'était pas trop chère pour fournir l'Europe à 15, on aboutissait en France. C'était l'époque où Toyota s'installe à Valenciennes, où Daewoo s'installe en Lorraine, etc. etc. Simplement, ça nous plaçait dans une insertion bas de gamme dans la division internationale du travail. On était le pays pour les usines tournevis. Quand il s'agit de jouer à ce jeu-là avec les Roumains et les Polonais, sans parler des Chinois évidemment, ça ne marche plus. Mais dans le même temps, comme le coût du travail était assez cher pour le travail qualifié en particulier, on a eu un réel problème de compétitivité coût de ce côté-là. Juste un mot pour terminer. La question de la politique industrielle, les 3,5 milliards de Montebourg, ce qui empêche de mettre plus, ce n'est pas simplement la situation budgétaire de l'État, c'est aussi les règles européennes. Et la question qui se pose, c'est comment et autour de quoi on pourrait se doter d'une politique industrielle européenne, autour de quoi en particulier les Allemands pourraient être d'accord d'avoir une politique industrielle européenne. Je pense qu'il y a un seul sujet qui le permet, c'est la conversion écologique de nos économies et c'est la transition énergétique. Alors je sais qu'il y a la question du nucléaire qui complique aussi les choses sur ce plan-là, mais je pense que c'est simplement autour de ça qu'on pourrait se mettre d'accord en Europe pour faire des choses ensemble à grande échelle, parce que les Allemands sont très sensibles à ce thème-là, parce qu'ils auraient l'impression de pouvoir en profiter au niveau de leurs industries qui ont une certaine avance dans ces domaines-là. Et je crois que c'est vraiment indispensable, si vous voulez. L'Europe, sur le plan industriel, elle a un seul vrai handicap structurel, c'est que comme on est le pays, la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est celle où il y a le moins de matières premières et le moins d'énergie fossile sur notre territoire. Et donc, à chaque fois que l'économie mondiale repart, que les émergences développent, etc., on est plombé par ça, parce que le coût des matières premières et des énergies fossiles augmente. Faire la transition énergétique, faire la conversion écologique de nos économies, ce n'est pas une question de génération future, ce n'est pas une question d'être gentil avec les pays du Sud pour leur laisser un peu de matières premières pour se développer eux aussi, c'est la condition sine qua non pour que l'Europe puisse se sortir un peu durablement de la crise dans laquelle on est aujourd'hui et conserver, tout en conservant à la fois un niveau de vie et une activité industrielle. Donc ça, je crois que ça pourrait être quelque chose qu'on propose aux Allemands de faire ensemble, mais de faire ensemble à une grande échelle. Il ne s'agit pas des 120 milliards d'euros de Hollande de l'autre fois, c'est vraiment en centaines de milliards d'euros qu'il faudrait que ça se compte. Peut-être avant de donner la parole à Christian Hutin, peut-être quelques premières réactions pour faire donner la teneur au débat. Guillaume, sur le vieillissement de l'Allemagne. Effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que les trois pays qui ont été excédentaires depuis 10 ans en matière de balance des comptes courants, la balance des comptes courants, c'est le juge de paix de la richesse, de ce qui sort et de ce qui rentre d'un pays. C'est la Chine, l'Allemagne et le Japon. Ce sont trois pays
qui sont des pays de vieux. En tout cas, la Chine, elle est encore jeune, mais elle est en train de vieillir très très vite. Et ce sont 3 pays qui ont eu une natalité très faible. Et donc, effectivement, quand vous avez peu d'enfants, quand vous avez au maximum en Chine un enfant, un tiers par ménage, vous dépensez moins, les ménages dépensent moins. C'est comme ça que vous avez accéléré la constitution d'une classe moyenne en Chine. On ne dépense pas pour l'enfant, même si l'enfant est roi, et en même temps, les infrastructures de l'État ont moins à consacrer, ça pèse moins sur le budget général. Et ça, c'est un facteur très important. Alors, pour la Chine, je pense que ça va leur poser un problème dramatique. Cela dit, ils ne sont pas prêts, je pense, de revenir sur le dogme de l'enfant unique, parce que vous ne basculez pas du jour au lendemain des habitudes qui ont été prises. Sur l'immobilier, c'est très juste, effectivement, pour les ménages allemands, se loger coûte moitié moins cher qu'en France. Mais pour avoir des locataires, et je suis d'accord avec toi, il faudrait beaucoup plus de locataires, mais il faut aussi des propriétaires. Et les propriétaires, vous ne les attirez pas avec du vinaigre. Or, depuis quelques temps, et notamment dans la politique du Bercy, on fait tout pour décourager ce qu'on appelle les propriétaires bailleurs, les petits propriétaires. Déjà, les grands groupes se sont totalement désengagés. Ils ont vendu à la découpe, comme on dit, leur patrimoine immobilier pour externaliser leur plus-value. Et il n'y a plus de propriétaires bailleurs. Il faut être fou pour être propriétaire bailleur aujourd'hui. Bon. Or, comment vous allez relancer le marché immobilier? Ça, c'est une question qui se pose. Ensuite, dernier élément sur l'Allemagne. L'Allemagne a échappé, pas totalement, mais a échappé à la prédation des fonds d'investissement, notamment sur ces PME. Chez nous, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de nos entreprises moyennes sont arrivées dans les années 90 avec des fondateurs d'entreprises qui arrivaient à l'âge de la retraite. Ils avaient lancé au lendemain de la guerre, etc. Ils arrivaient et ils avaient envie de les céder. Ils n'avaient pas forcément leurs enfants à qui les céder. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cédé à des fonds d'investissement, souvent étrangers. D'autant que ces fonds d'investissement leur proposaient de payer généralement à l'étranger pour éviter de payer une surtaxe, une formidable plus-value. Et les Allemands ont évité ça par le système des fondations, etc. Et ça, c'est un élément essentiel. La fiscalité est une des clés. La politique fiscale est une clé pour relancer l'appareil productif. Si on ne comprend pas ça, on ne fera rien. Merci de cette première réaction, mais en redonnant la parole plus tard à Guillaume Duval. Peut-être, Christian Hutin, quelques mots sur ce travail de longue haleine qui a été donc le travail de la commission parlementaire sur la sidérurgie, et au fond, comme élu d'une région sidérurgique que tu es, comment tu vois un peu ces perspectives? Merci Patrick. D'abord un mot d'excuse pour le président Jean Grelier qui m'a téléphoné hier soir. Alors c'est très révélateur, mais il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce que l'entreprise Eliez présente un nombre de difficultés considérables. Et je pense qu'il avait ce matin un rendez-vous avec la présidente de la région, avec les syndicats. Enfin bon, c'est très révélateur de notre table ronde de ce midi. Alors je ne suis pas économiste et je m'en excuse auprès de mes éminents participants, mais voilà. Mais j'ai été membre de la commission. Alors pourquoi membre de la commission? Patrick l'a dit, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez du film, je crois que c'est de Verneuil, où il y avait Les Grandes Familles avec Jean Gabin. Et on était à la corbeille les opérateurs boursiers disaient G. Dans ma circonscription, la plus grande centrale de production d'électricité nucléaire, G. Dans ma circonscription, la plus grande aciérie métallurgie d'Europe, G. Dans ma circonscription, du médicament, G. AstraZeneca, G. La seule usine d'aspartame en France, G. Vous voulez... j'ai perdu un petit peu de raffinage, mais j'en ai encore. Vous voulez l'avant-dernière usine de production d'aluminium, G. Enfin bon, puis voilà, on peut continuer comme ça. Agroalimentaire, enfin, j'ai tout. J'ai. Mais en fait, et ça a d'ailleurs été repris dans le rapport de la commission, j'ai rien. J'ai dit, je ne suis pas maître chez moi, nulle part. Voilà. Alors cette commission, c'est une commission d'enquête. Jean-Pierre pourrait dire, c'est une commission d'enquête. Ça n'est qu'une commission d'enquête parlementaire, mais c'est une commission d'enquête parlementaire. Et elle a été demandée par le groupe GDR,
par Alain Bocquet. Nous l'avons soutenue, les 3 parlementaires MRC, Marie-Françoise qui vient d'arriver. Elle a été demandée pendant 10 ans et toujours refusée. Et toujours refusée. Alors, je peux vous donner un certain nombre de conclusions. Alors, si j'explique pourquoi j'en étais membre du fait de ma circonscription, mais aussi que je voulais essayer de faire entendre la petite musique du MRC dans ce domaine. C'est très intéressant, la lecture du rapport de cette commission parlementaire. Il est même exceptionnel. La petite musique que j'ai fait entendre, je ne peux pas promettre qu'un jour elle sera jouée quelque part. Je le souhaite de tout cœur. Mais par contre, c'est très révélateur. Il y a des choses qu'on n'a jamais lues dans une commission parlementaire. Alors j'ai pris quelques exemples. Introduction. La désindustrialisation a durement frappé l'Europe et dans certains secteurs, plus encore la France que d'autres pays qui lui sont pourtant comparables. Jamais j'ai lu ça depuis des années. Le désengagement puis l'abandon des activités de base hypothéquerait gravement notre indépendance et ne marquerait pas de subordonner plus encore la stratégie industrielle de nombreuses entreprises à l'errance des marchés. Pas mal. Alors il y a encore mieux. Ce sont les conclusions de la commission. Au long de ses travaux, la commission d'enquête a malheureusement constaté le caractère souvent contre-productif des politiques européennes, de la concurrence, ou encore de l'énergie qui repose sur une conception naïvement confiante dans les vertus d'un grand marché mondialisé et totalement dérégulé pour conforter, voire simplement rétablir la croissance. C'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Voilà. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que cette commission, le rapport de cette commission d'enquête a été voté à l'unanimité. Ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Alors, c'est une évolution. Je me suis un petit peu battu pour le titre. Le titre, c'est quand même pas mal non plus. La sidérurgie et la métallurgie, un combat pour la souveraineté économique. Il y a encore moins de 10 ans, la souveraineté économique, c'était vraiment un gros mot. Hein. Voilà. Et c'est le titre du rapport de la commission d'enquête. Alors bon, je ne vais pas faire l'air du ravi de la crèche. Hein, je ne pense pas que ça peut aller très vite dans un tiroir, un rapport d'une commission parlementaire. Mais c'est quand même assez révélateur d'un certain nombre de prises de conscience. Il y a eu un certain nombre de propositions qui ont découlé et qui ont été votées à l'unanimité après cette commission d'enquête. Bon, certaines concernent les filières, mais c'est très technique, je ne vais pas y revenir. D'autres concernent le recyclage, quelque chose d'essentiel dans la métallurgie. Il y a 2 ou 3 ans, personne ne le sait, mais il y a 500 Chinois, 500, qui sont venus en France parce qu'il n'y avait plus de matériaux ferreux, non ferreux, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose, et ils ont tout racheté. Tout racheté. Et en France, nous ici, on commence à avoir une législation à peu près sérieuse sur tout ce qui est récupération de métaux. Mais si on passe la Belgique à quelques kilomètres d'ici, vous pouvez vous promener avec un camion, vous passez et vous vous faites payer en liquide 3 tonnes de cuivre, 5 tonnes. Et les Chinois se sont débrouillés comme ça et ils ont vidé 60% de ce qui existait en recyclage français en l'espace d'un an avec 500 soldats. Ça s'est passé comme ça. Dans cette proposition, il y a aussi l'éducation nationale. On parle assez peu d'éducation nationale quand on parle d'industrie, etc. Mais sur les métiers de la métallurgie, on s'est rendu assez compte que la pyramide des âges était devenue extrêmement complexe. On a beaucoup de mal à remplacer, pour des idées, parfois, toute une culture de l'éducation nationale pendant un moment, sur les métiers quand on va visiter Solac, Arcelor, on se rend compte que ce sont devenus des métiers extrêmement technologiques, des techniciens, des ingénieurs, enfin et il n'y a pas eu le suivi, il n'y a pas eu d'apprentissage, il n'y a pas eu... et là, il y a, à mon avis, dans les préconisations d'avenir, il faut aussi qu'au niveau de l'enseignement, on pense à ces métiers de l'industrie, qui sont des métiers qui sont désormais, à mon avis, extrêmement valorisants. On a un peu de prospective, mais c'est un peu de ma faute, je me suis orienté sur le portuaire, un petit peu sur Dunkerque. On a eu du beau monde, hein, cette commission parlementaire. On a eu Mittal, on a eu le commissaire européen, Tajani, oui, ça doit être un acte manqué, j'ai toujours du mal à trouver son nom. On a eu l'ensemble des présidents, des directeurs et des représentants de toutes les grosses entreprises. On a eu le ministre, je crois qu'on a eu vraiment du beau monde. Dans tout ce qui a été dit au niveau de cette commission, la prospective d'avenir n'existe pas à chaque fois. C'est-à-dire que, je donne un exemple, Mittal a racheté une partie, il y a une joint venture avec dans les mines de l'Alaska.
En 2015, logiquement, le minerai va venir de l'Alaska. Si à Dunkerque, le gouvernement ne se décide pas à faire un certain nombre d'investissements portuaires, alors qu'ici, il a le joyau Mittal de sa métallurgie, eh bien, on n'arrivera pas à accueillir ce minerai qui va partir directement sur les ports belges et hollandais. Et là, il faut immédiatement qu'on dise, sur le grand emprunt, il y a 700 millions d'euros à mettre pour les quais minéraliers de Dunkerque pour conserver et développer. Voilà. Et il n'y a pas de prospective, et c'est ce qu'on a essayé de donner. Autre problème, c'est tout ce qui est problème de ce qu'ils appellent l'ETS, le CO2, cette espèce de marché extrêmement complexe que j'ai du mal à comprendre. Bon, on est dans une inégalité totale. Moi, j'étais président national, je suis président d'une association de surveillance de la qualité de l'air. Mais entre ce qui se passe en Pologne en surveillance de la qualité de l'air, et encore ça va à peu près, je suis allé en Chine il n'y a pas longtemps pour faire une conférence sur ce sujet. Mais bon, je me demande si les résultats de la pollution du lundi ne sont pas donnés le samedi, quoi. J'en suis même quasiment sûr. Et tout va toujours bien parce que c'est toujours les mêmes résultats. Et nous ici, on est à juste titre pour la santé publique, dans des démarches qui sont légitimes, mais c'est un petit peu comme en Belgique, quand nous ici à Dunkerque on fait un terminal méthanier, on lance une enquête publique, ça dure pendant 3 ans. En Belgique, à 40 km, on fait d'abord le terminal méthanier, on lance l'enquête publique après. Voilà. On est dans une situation qui est celle-ci. Parler un petit peu des accords bilatéraux. On a reçu aussi dans cette commission d'enquête le patron de Tata Steel, qui expliquait très clairement, Tata Steel, mais qui a des activités en France assez importantes. Hein. Voilà, oui. Je ne sais plus comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait Glace, je crois que c'était Glace. Et il expliquait, mais avec une sincérité en ayant prêté serment, qu'en France, il avait parfois du mal à gagner ses appels d'offres, mais en Italie, en Espagne, ça n'est même pas la peine. Les choses sont claires. Il l'a dit publiquement, sous serment, en Italie, en Espagne, il est -10 en Italie, et c'est quand même Lucchini qui a le marché. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de souci et tout le monde trouve ça normal. Alors, des accords bilatéraux, c'est dans l'une des propositions, un respect des appels d'offres au moins européens, ce serait quand même la moindre des choses. On est les seuls couillons à ouvrir les fenêtres à tout le monde, quoi. Voilà. Nous avons proposé, et c'est une proposition qu'on a eue avec les députés MRC aussi, c'est de réorienter. On a 1,4 milliard d'euros d'assurance vie en France. Non, 1400 milliards d'euros, pardon, 1400 milliards d'euros, qui dorment. Dans le rapport de la Commission, un peu à ma demande, à notre demande, a été intégré le fait qu'on pourrait réorienter sur l'industrie, sur la recherche, une partie de ces finances. Alors je ne sais pas si c'est jouable, mais c'est dans le rapport, et manifestement ça n'a choqué personne. Autre problème, la recherche et le développement. Tout le monde se rappelle de Péchinet, qui a été vendu par appartement, par sous-appartement. Le problème, c'est qu'on a vendu Péchinet, on a même donné Péchinet, et on a donné Péchinet avec... le problème, c'est qu'il y avait la bibliothèque d'Alexandrie à l'intérieur, quoi. Oui, c'est un gouvernement de gauche. Et le problème, c'est que l'ensemble des brevets, à 90% aujourd'hui, qui régissent la technologie de l'aluminium, sont des brevets français qu'on a vendus avec l'appartement. Ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. On s'est déshabillé avec une facilité exceptionnelle. La recherche et développement, par exemple, pour Mittal, elle est extrêmement faible en France. On a, par contre, des laboratoires qui existent encore et qu'il faut absolument protéger. Et si jamais si jamais c'est revendu, et ben voilà, à nouveau, on repartira vers l'intellect, la recherche française qui sera donnée, même pas vendue, comme on vend un appartement. Autre problème, la tarification. Il reste 2 usines d'aluminium en France, dont une ici qui est à 2 km. Sont des usines électro-intensives qui consomment énormément d'électricité. Il y a des accords avec EDF. Nous, ici, on a la centrale nucléaire juste à côté. C'est pile poil. Le problème, c'est que les accords... Oui, directive énergie européenne, 5 ans. 5 ans. Le type c'est... comment il s'appelle Ça va me revenir, c'est pas grave. Enfin bref, les accords sont sur 5 ans.
Une usine d'aluminium qui veut s'installer au Canada, on lui dit « Bonjour monsieur, on va vous offrir un barrage ». Quelqu'un qui vient en France, on lui dit « Bonjour monsieur, on va vous offrir un rendez-vous avec la Commission européenne ». Je caricature à peine. Je caricature à peine. Et une entreprise telle que celle qui est installée à Dunkerque n'a aucune vision à long terme, si ce n'est 5 ans. Et là, on est à 3 ans. On est à 3 ans. Et le commissaire européen chargé de la concurrence fait tout ce qu'il peut pour empêcher que ça continue. Et s'il s'en va un jour, ce sera uniquement à cause de cette directive européenne et de ce commissaire à la concurrence qui est un danger public, qui est un véritable danger public. À Barcelone, absolument. C'était les directives de l'énergie, Jospin Chirac, Barcelone, il y a une dizaine d'années maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. 98, voilà, on n'est pas loin. Alors, il y a un certain nombre de recommandations que je vais vous lire qui sont pas mal dans notre commission d'enquête. La 19 est très bien, moi je la trouve pas mal. Exiger une inflexion sensible des politiques de l'énergie et de la concurrence, telle que mise en œuvre par la Commission européenne. On ne peut pas être plus clair. La 24 est pas mal non plus. Renforcer les moyens de contrôle douanier des produits accédant au marché européen. C'est clair, c'est net, mais ça mérite d'être dit et ça fait longtemps que ça n'a pas été dit. Une idée simple, je crois que Montebourg l'a dit, mais il y avait un ancien secrétaire d'État américain. Il y a 2 mois, on a parlé pendant une semaine, on ne savait pas si on allait faire 5%, 4%, 8% sur le photovoltaïque chinois, quoi. Les Américains, ça a été beaucoup plus simple. Ils ont dit 250% sur le voltaïque chinois. Ah bah c'est clair. Et les Américains nous disent pourquoi vous faites 3%, 5% et que ça vous prend 3 mois pour décider. Nous, on met 250%, on attend, et puis après on discute. Vous, avec vos 8%, ils vont interdire un peu le cognac, un peu le foie gras, et puis voilà, on en est là. Mais les Américains, c'est 250%. Alors, proposition 25, utiliser l'argument des relèvements de droits de douane. C'est marqué noir sur blanc. Voilà. Je voulais dire simplement qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dans cette commission, qui sont des choses sérieuses, qui n'ont jamais été dites. Ça n'est qu'une commission d'enquête parlementaire, ça n'est qu'une commission d'enquête parlementaire qui a été remise au président de l'Assemblée nationale, même pas au Premier ministre, même pas au président de la République, mais qui a fait l'unanimité des commissaires. Il y a une évolution des mentalités. La petite musique que nous défendons, c'est ce que je dis, commence à exister. Je ne suis pas sûr que nous ferons un concert un jour et que nous pourrons nous produire. J'avais préparé simplement la dernière phrase. C'était une question que j'avais posée à Arnaud Montebourg quand on l'a auditionné. Et cette conclusion me semble assez révélatrice. Alors, Arnaud Montebourg, il conviendrait pour le moins que la Commission européenne puisse tempérer ses pouvoirs qu'elle n'exerce d'ailleurs pas, la plupart du temps, quand il conviendrait de réguler le marché, mais qu'elle exerce au contraire de manière excessive lorsqu'elle devrait s'en abstenir. C'est là tout l'enjeu de la coupure de l'Europe vis-à-vis de l'aspiration des peuples, problème politique majeur sur lequel l'Europe joue actuellement sa survie politique. Car à chaque fois que l'on prend une décision contre les peuples, ceux-ci le font payer au centuple. Et ça se termine, et c'est peut-être là où est le problème, une telle analyse personnelle n'engage toutefois que moi et pas le gouvernement français. Alors, peut-être Guillaume Duval, qui soit sur l'e-économie, soit sur la sidérurgie, soit sur l'ensemble des sujets, quelques réactions? Oui, je pense que la question de l'e-économie est intéressante. En particulier, c'est vrai que tout à l'heure j'ai souligné des forces de l'industrie allemande qui étaient liées à sa spécialisation, mais c'est intéressant de noter que sur ce terrain-là, par exemple, ils sont aussi mal barrés que nous. Les forces de l'industrie allemande, c'est les forces de l'industrie allemande au début du XXe siècle. Hein. Ils vendent des machines et des voitures. On est tous très très mal barrés sur cette affaire. Je crois que l'histoire de la NSA sur ce plan-là peut donner une opportunité à l'Europe qu'il faut savoir saisir. Les Français s'en foutent d'être espionnés tout le temps, ils ont l'habitude, leur État est très policier, et très intrusif, etc.
Mais les Allemands, par exemple, ça a été vraiment un choc assez important pour eux de découvrir ce que Snowden a mis en évidence, jusqu'à aboutir à des choses totalement incroyables, c'est-à-dire des déclarations de Merkel disant il faut qu'on se passe des grandes firmes américaines de la technologie de l'information, qu'on construise nos propres trucs, etc., etc. Donc là, je pense qu'il y a, autour de ces questions-là, il y a vraiment, notamment à partir de cet événement et de ce que ça a déclenché, des opportunités à saisir pour essayer de rattraper un retard considérable. Bon, ce qui s'est passé sur Nokia est évidemment dramatique, c'est-à-dire que quand on pense que la téléphonie mobile, c'est une industrie que les Européens ont inventée, quoi, hein, et ils l'ont inventée sur une base qui est très simple, parce qu'ils s'étaient dotés d'une norme commune qui était performante avant les autres. Et on a réussi, notamment du fait qu'on n'a pas de politique industrielle, ou plus exactement qu'on a des politiques anti-industrielles au niveau européen, au niveau de la concurrence, etc. On a réussi en 20 ans à perdre complètement pied sur cette technologie que des Européens avaient inventée. Donc là, oui, il y a un enjeu phénoménal, on n'est pas bien parti, il faut trouver des moyens de réussir quand même. Bon, sur la question de la sidérurgie, moi je pense que ça pose surtout derrière, au fond, la question des politiques climatiques. Je pense qu'on a raison de vouloir, enfin d'avoir des politiques climatiques relativement volontaristes et d'être strict là-dessus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à la fin de mon intervention. Je pense que la question de la transition énergétique et de la conversion écologique de nos économies, c'est pas pour le bien de l'humanité qu'il faut le faire. Enfin, il faut le faire pour le bien de l'humanité, mais de toute façon, c'est indispensable pour nous. La question que ça pose, c'est simplement effectivement celle de la protection aux frontières. C'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on continue à avoir des politiques climatiques ambitieuses qui aboutissent, c'est vrai, à avoir des prix du CO2 qui handicapent la production de sidérurgique en France et en Europe, c'est vrai. Il faut pour autant continuer à les avoir, mais ça nécessite effectivement de mettre en place des protections aux frontières sur le CO2. Ça n'a rien de révolutionnaire, on le fait déjà. La TVA est déjà une protection aux frontières donc ce qui sort, ce qui est exporté n'est pas soumis à TVA, ce qui est importé l'est. Il suffit de faire le même type de choses autour du CO2. Bon, je sais que c'est plus facile de dire ça à une tribune que de le faire politiquement dans le contexte actuel. Mais je pense qu'en particulier, là aussi, les Allemands sont relativement sensibles à ces questions-là et qu'en étant suffisamment pushy vis-à-vis d'eux, on pourrait réussir à faire des choses, y compris à faire des choses du style de ce qu'on essaye de commencer à faire avec la TTF, c'est-à-dire à moins de 27, hein, s'il le faut. Donc là, je pense que ça, c'est une question indispensable et effectivement compliquée. J'avais un dernier point, mais je l'ai oublié. Bon, ok. Jean-Michel, 4 points. Sur l'Allemagne, si on a mis au niveau européen que des taxes minimes sur le photovoltaïque, c'est parce que l'Allemagne n'a pas voulu. C'est tout. Hein, car l'Allemagne, ses intérêts, étant mercantiliste, elle ne peut pas se permettre de se fâcher avec la Chine. Hein. De la même façon, sur le CO2, l'Allemagne produit plus de CO2 aujourd'hui qu'avant, hein, avec le charbon. Non ? Comment ? Oui. Elle ne produit pas plus de CO2 ? Non ? Hein ? Bon. Non, mais sur les protections aux frontières, je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais on n'en prend pas le chemin. Hein ? On n'en prend pas le chemin parce que vous avez la négociation sur l'accord transatlantique qui est engagée. Hein ? Et l'accord transatlantique, c'est précisément d'abaisser encore les protections aux frontières au niveau de l'Europe, hein, pour faire un seul marché transatlantique, et ce marché transatlantique étant relié d'ailleurs à un marché transpacifique. Hein ?
avec l'Amérique au centre du jeu. Donc, ne vous leurrez pas. Hein, les négociations ont commencé et je crains que la France n'a qu'une arme dans cette négociation. C'est son droit de veto. Hein, elle peut mettre son veto. Je crains qu'elle ne le mette pas. Parce que François Hollande n'en aura bien évidemment pas le courage et parce que les lobbies autour pousseront à ce qu'ils ne le mettent pas. Or, les négociations se passent de telle façon que les Américains et les Allemands et les Anglais, qui ont des intérêts chacun bien définis, hein, les négociateurs et la Commission, qui est aussi à la manœuvre, vont piloter dans le sens qui les arrange, c'est-à-dire normaliser, abaisser les ultimes droits de douane qui existent, mais il y en a très peu en fait, et surtout avoir les mêmes normes de chaque côté de l'Atlantique. C'est ça l'enjeu. Et notamment les normes sur les produits industriels, les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, et accessoirement permettre aux multinationales américaines de tout ce qui est l'entertainment, hein, les Google, Amazon, Netflix, etc., de pouvoir venir sur le marché européen sans avoir aucune contrainte. Et en fait, l'exception culturelle, je vous garantis qu'elle ne tiendra pas. Vision à la fois réaliste, pessimiste. En même temps, je crois que ce qui ressort de notre discussion, c'est plusieurs éléments sur lesquels je vous proposerai de conclure en 2 mots. Le premier de ces éléments, c'est finalement que le temps, la période, les difficultés que nous traversons exigent des décisions importantes et lourdes. Ce qui requiert des gouvernements courageux et ce qui requiert aussi une capacité de définir de façon aussi précise que possible ce qu'il nous faut faire pour réagir au déclin industriel. Alors, au fond, dans quel domaine il vous semble, et ce sera peut-être le petit point de conclusion, dans quel domaine il vous semble qu'il y a un espace, que la capacité de prendre les bonnes décisions a quelques chances de se produire? Je vous les ai cités tout à l'heure. Il y a la défense, on n'en prend pas le chemin. Oui, alors, ma question, c'est dans quel domaine il y a des portes d'ouverture? C'est ça ma question. Des portes d'ouverture par rapport à quoi? Aux décisions à prendre. On devrait prendre des décisions dans la défense et ne pas diminuer drastiquement les budgets de défense. Et notamment insister sur la recherche et développement dans la défense. Bon, c'est clair. Il y a des domaines, tout ce qui est effectivement la transition énergétique, mais je mets dans la transition énergétique la recherche sur les gaz de schiste, enfin sur l'exploration des gaz de schiste, et aussi la recherche sur la 3e, 4e génération du nucléaire, etc. Il y a dans le domaine de la construction, il nous manque 1 million de logements. Construisons des logements modernes. Hein, et faisons en sorte qu'il y ait le financement en permettant à des petits propriétaires bailleurs ou à des organismes HLM ou à des sociétés privées de se porter acquéreurs. Et on aura des locataires qui paieront un loyer moins cher dans des immeubles modernes et ça pèsera moins sur le budget des ménages. Bon, il y a des choses à faire, mais à chaque fois, on fait l'inverse. Guillaume Duval. Oui, je vais commencer par le premier point que Jean-Michel Quatrebrun vient d'évoquer sur la défense. Je pense que ce qui est en train de se passer va forcément, en Syrie, va forcément changer assez profondément la donne. Ce qui est en train de se passer, c'est que la tendance isolationniste est en train, je pense, durablement de s'imposer aux États-Unis. Les Européens ne vont pas avoir d'autre choix que d'investir et de dépenser plus pour leur défense parce qu'ils ne vont plus pouvoir compter, et c'est, je pense, assez durable et structurel, ils ne vont plus pouvoir compter sur le gros bâton américain pour régler les problèmes à leurs confins ou voire même sur le territoire européen lui-même. Donc là-dessus, je pense que je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il va forcément se passer quelque chose au cours des prochaines années. Sur
l'e-économie et ce qui se passe dans le numérique, là aussi, ce qui est en train de se produire avec le scandale de la NSA, je l'ai dit, me paraît être de nature à pouvoir marquer une rupture pour les politiques européennes si on sait s'emparer de l'affaire, ce que n'ont pas fait jusqu'à présent, à mon avis, au niveau nécessaire, les pouvoirs publics français. De la même manière, sur la transition énergétique, sur la conversion écologique, je pense qu'on doit faire beaucoup de choses. J'ai déjà beaucoup parlé de l'Allemagne, mais l'Allemagne avait par exemple un énorme projet qui s'appelle Desertec, qui consistait à dire on va produire 10% de l'électricité qu'on va consommer en Europe, on va la produire dans le Sahel, en installant des centrales solaires importantes dans le Sahel. Alors on peut dire c'est dégueulasse, on avait déjà piqué aux Africains toutes leurs matières premières, maintenant on va leur piquer leur soleil. C'est quand même plus compliqué que ça. C'est vrai que le Sahel, il y a beaucoup de sable et il n'y a pas beaucoup de gens et il y a beaucoup de soleil. C'est un peu idiot de ne pas s'en servir. Et on peut s'en servir en donnant une place significative aux gens sur place. La protection de l'armée française. Voilà. Mais justement, je veux dire, ça peut être un moyen, à la fois, si nous, on se raccroche à ce type de projet, et d'embarquer les Allemands dans une logique beaucoup plus stratégique et beaucoup plus commune en Europe. Je pense que de la même manière, du côté du financement des activités industrielles, etc., je vous l'ai dit, on ne manque pas de sous, on ne manque pas d'épargne en France et en Europe. C'est vraiment une question d'orientation de l'épargne. Je pense qu'on peut faire plein de choses. La question de la protection extérieure de l'Europe, c'est vrai qu'elle est difficile. Elle est difficile vis-à-vis de la Chine. C'est le seul pays. Enfin, si vous voulez, les comptes extérieurs de l'Europe, ils sont excédentaires. C'est même le problème. L'Europe vit en dessous de ses moyens à des niveaux très importants et même plutôt croissants ces derniers temps. Les comptes extérieurs de l'Europe sont excédentaires. On est plutôt prédateur, on reste prédateur, et c'est d'ailleurs un problème vis-à-vis de nombreuses zones de pays du Sud et notamment vis-à-vis de l'Afrique. On a un problème, c'est la Chine. Le problème vis-à-vis de la Chine, c'est que, et Jean-Michel Gadreban l'a dit tout à l'heure, c'est que chacun de nos États veut continuer à faire des mamours, enfin de nos chefs d'État veut continuer à faire des mamours aux dirigeants chinois pour leur vendre ses trucs à lui, ce qui fait qu'au total, on n'arrive pas à rééquilibrer nos échanges et avoir une attitude comparable à celle des Américains. Et on vient de le voir effectivement sur le photovoltaïque. Mais là aussi, je pense que ça peut changer. Je pense que les Allemands ont peut-être commencé à comprendre avec le photovoltaïque que leurs histoires c'était gentil, mais que les Chinois, ils étaient aussi capables de produire les mêmes machines qu'eux, les grosses voitures, et de leur vendre, et de leur piquer tout leur marché s'ils faisaient rien pour se protéger et pour protéger l'Europe. Alors c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait sur ce coup-là, mais je pense que ça peut changer. 2 mots. Je pensais avoir fini et m'en être bien tiré, mais bon. Un petit mot peut-être alors sur les. On a parlé du minerai dans notre commission. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler des gaz de schiste et de cette espèce de dogme qui veut qu'on touche à rien. Alors j'ai posé la question à la présidente de la fédération des métaux, des recherches, etc., qui est une grosse fédération en France, hein, qui travaille beaucoup, en particulier en Nouvelle-Calédonie aussi, hein, France métropolitaine et etc. Oui, Ramette, oui. Et donc je me suis dit, mais moi à l'école, on m'avait appris, alors je sais pas, j'ai eu mon bac en 78, il y avait le gaz de lac. Et sur la carte de France, il y avait le gaz de lac, qui était quelque chose d'extrêmement impressionnant. Oui, Elf-Aquitaine, les débuts, la genèse d'Elf-Aquitaine. Et cette dame m'a dit, mais tous nos ingénieurs, tous nos chercheurs disent que le bassin parisien a un certain nombre de caractéristiques qui seraient extrêmement intéressantes, avec quelques métaux rares et ce qu'ils appellent des métaux de niche, qui sont encore plus rares et qui existent dans ce bassin. Et elle dit, il faudrait quand même modifier un minimum la législation pour qu'on puisse commencer à faire quelque chose. Alors c'est toujours la même chose. Alors les Américains disent not in my backyard, c'est ça, hein? Voilà, c'est pas mal. Hein? Et en France, c'est Puma, c'est peut être utile, mais ailleurs. C'est ça, c'est ce que je dis.
Eh ben, je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir un peu à ce que nous qui sommes un mouvement responsable, y compris pour l'environnement, à ce que nous restions un peu progressistes dans ce domaine-là en particulier. Voilà. Merci. Écoutez, merci à vous tous. Je vous rappelle le livre donc, de Guillaume Duval, Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes. Les nombreux livres, il y en a eu de nombreux d'ailleurs pour Guillaume Duval aussi, les nombreux livres de Jean-Michel Quatrepoint, dont le dernier, Mourir pour le yuan, comment éviter une guerre mondiale, et bien entendu le rapport de la commission parlementaire sur la sidérurgie. Merci d'avoir participé à cette table ronde sur l'économie, sur l'industrie et sa contribution à l'emploi. Notre université d'été se poursuit.